Du phénomène. Combien de familles sont concernées par l'école à la maison? On fait ce choix? À peu près 50 000. 50 000 en France. Ouais. Et c'est un chiffre qui augmente ou qui a tendance à diminuer? C'est un chiffre qui a légèrement augmenté ces derniers temps, mais qui a augmenté sur les 20 dernières années. Voilà. Il faut voir le temps long, qui a augmenté sur les 20 dernières années au fur et à mesure qu'on s'est aperçu que, contrairement à ce qu'affirmaient les différents ministres successifs, le niveau ne montait pas. Et avait même tendance à s'effondrer. Très souvent, le désir a été de pallier les insuffisances d'un système qui est absolument à bout de souffle ou qui fait de son mieux, comme je l'ai écrit autrefois, pour fabriquer des crétins. Et ça marche d'ailleurs assez bien quand même. Pourquoi fabriquer des crétins? Alors, il y a des raisons historico-économiques. Il faudrait remonter à ce qu'on appelle le protocole de Lisbonne, 1999-2000, qui décide, c'est une directive européenne, là c'est facile à vérifier pour tout le monde, qui décide que nous avons besoin de 10% de cadres, 10% de cadres de haut niveau, bien formés, etc., et 90% d'une main-d'œuvre multitâche. Ce qui d'ailleurs correspond à l'état du libéralisme actuel, qui n'a rien à voir avec le capitalisme des années même 60, où on avait une progression globale des classes moyennes, etc., qui essayait de monter, et d'ailleurs d'une génération sur l'autre, très souvent, ça montait effectivement. Là, actuellement, les classes moyennes savent, si elles ne le savent pas, c'est qu'elles sont vraiment au taquet, savent qu'elles sont en train de s'effondrer. Que par exemple, pour quelqu'un qui a une vingtaine d'années, l'accès au logement lui est infiniment plus difficile que ce que cela a été pour ses parents. Vouloir changer d'Europe est-il respectueux des autres peuples? Comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo, une autre Europe est-elle possible? Toutes les promesses d'autres Europe ne sont que de la poudre aux yeux, car les chances de changer en profondeur l'Union européenne sont infinitésimales. En effet, tout changement des traités nécessitant l'unanimité des États membres, il est illusoire de croire que 28 gouvernements pourraient, au même moment, tomber d'accord sur une réelle réorientation de l'Union. Mais la France, ce n'est pas n'importe quel pays. L'argument qui est régulièrement opposé à cette démonstration est que la France n'est pas un simple pays parmi 28 et que, de par son poids économique, démographique ou encore militaire, elle aurait largement les moyens de faire pencher la balance de son côté. De plus, si la France venait à quitter l'Union européenne, cette dernière n'y survivrait probablement pas, donc les autres pays auraient tout intérêt à accepter cette réorientation. En d'autres termes, la France pourrait user de sa position dominante pour imposer aux autres États membres son chamboulement de modèle européen, par-dessus le marché, à coup de chantage à la sortie. C'est notamment un argument avancé par Jean-Luc Mélenchon, mais il n'est pas le seul. Ainsi, les personnes qui prétendent vouloir changer d'Europe parce que celle-ci ne respecterait pas les peuples ou serait dominée par l'Allemagne de Madame Merkel, proposent de faire exactement la même chose pour arriver à leur fin. Imposer leur Europe au peuple des 28 États membres. Cela ressemble à la loi du plus fort. Mais notre modèle européen est universel. L'argument suivant consiste à dire que le changement d'Europe que l'on porte rencontre de façon évidente les aspirations de tous les peuples d'Europe sans exception. Alors prenons quelques exemples. Restreindre la libre circulation des capitaux et donc endiguer les délocalisations qui en découlent. Qui pourrait être contre? Eh bien, probablement le Luxembourg, Malte ou Chypre, dont les secteurs bancaires représentent une large part du PIB et qui vivent de ces transferts de capitaux. Et probablement aussi les pays de l'Est, comme la Pologne, la Roumanie ou la République tchèque, qui bénéficient de ces délocalisations intra-européennes. Une dévaluation de l'euro permettant de favoriser les exportations françaises, qui pourrait être contre? Probablement l'Allemagne, les Pays-Bas ou la Finlande, qu'un euro fort favorise. Cela commence à faire beaucoup de noms, et ce ne sont que quelques exemples. Certaines réformes peuvent nous sembler pleines de bon sens d'un point de vue français, mais elles portent sur des sujets vitaux pour d'autres pays, car ils ont pu construire une large part de leur économie dessus. Vouloir user de sa position dominante pour contraindre ces pays à se tirer une balle dans le pied, ce n'est pas très humain d'abord, si? Alors que faire? Au lieu de s'obstiner à espérer une autre Europe qui n'a statistiquement aucune chance d'arriver. Au lieu de croire à un modèle unique européen qui ne pourra jamais convenir à 28 États aux cultures, aux économies et aux passés si différents. Au lieu de prétendre user d'une position dominante pour forcer les autres peuples à adopter notre modèle, tout en se prétendant démocrate et humaniste. Pourquoi ne pas se rendre à l'évidence que le moyen le plus certain et le plus respectueux des autres peuples de réellement changer l'avenir de la France et des Français est de quitter unilatéralement et sereinement l'Union européenne et l'euro, ceci nous plaçant, à nouveau, dans la situation de l'écrasante majorité des pays du monde. Une situation où nous détiendrons les manettes stratégiques de notre pays et où les Français pourront mener la politique qu'ils auront décidée par eux-mêmes sans qu'elle ne soit imposée par d'autres et sans l'imposer à d'autres non plus. Et si notre nouveau modèle fonctionne, cela donnera probablement des idées aux autres, qui seront libres de nous imiter. Qui propose cela? Un seul mouvement politique propose depuis mars 2007 la sortie de l'Union européenne, de l'euro, ainsi que de l'OTAN. Nom d'une pipe, ça fait quand même 10 ans que lorsque les Français votent à droite ou les Français votent à gauche, au bout de 6 mois, ils se disent « caramba ». Je vais faire. Il y a une chose qui est certaine, c'est que les sondages actuels sont des faux.
Voilà. Ils ont une utilisation politique. Ils sont jour après jour instillés dans l'esprit des gens pour leur faire croire que de toute façon le sort serait joué. Il est impossible que je fasse les scores qui sont actuellement attribués par les sondages, pour la simple raison que nous avons rassemblé près de 1% des suffrages, voici près de 2 ans, aux élections régionales, alors qu'à l'époque, j'étais totalement inconnu et que nous avions 6000 adhérents à notre mouvement. À une émission où on parlait, il y a eu d'ailleurs une émission, je crois, à la télévision envoyée spéciale, qui montrait que les sondages sont des sondages bidouillés, en tout cas qui sont extrêmement sujets à caution, avec des faux, avec des gens qui sont par Internet. Vous savez, les gens, les sondages, ils n'y croient plus du tout. D'ailleurs, pourquoi croiraient-ils encore à des sondages qui se sont toujours trompés? Regardez, les sondages donnaient le Brexit écrasé. Bon. Aux États-Unis, les sondages donnaient Mme Clinton élue avec 99% de probabilité. Vous vous rendez compte? C'est Trump qui a été élu. Les sondages nous indiquaient qu'à la primaire des Républicains, c'était forcément M. Juppé qui serait élu, à la primaire des Socialistes, forcément M. Valls. En fait, ces sondages, maintenant, ce sont tout simplement des opérations de manipulation de l'opinion publique. Il faut que les Français se laissent mettre ça de côté, qui n'y croient plus, d'ailleurs ils n'y croient plus. Et un complot, c'est ça que vous avez derrière? Non, c'est pas un complot. De toute façon, écoutez, pourquoi Madame Je vous pose la question. Pourquoi Madame Clinton était-elle donnée à 99% à votre avis? Est-ce qu'ils avaient raison les sondages ou pas? Lorsque j'ai créé l'UPR, moi je suis allé voir le CSA au moment de la présidentielle de 2012. J'avais été reçu d'ailleurs à l'époque par Mme Christine Kelly. Je n'ai plus jamais été reçu ensuite malgré mes innombrables demandes. Et on m'avait répondu au CSA, vous comprenez, on ne peut pas intervenir auprès des médias parce que vous ne vous êtes jamais présenté dans aucune élection, vous avez 0 électeur prouvé. Très bien. Oui, mais alors comment se fait-il que M. Macron, qui a 0 électeur prouvé, ait eu droit à 17 000 articles de journaux, 75 couvertures de magazines et des dizaines d'heures dans tous les grands médias? Qu'est-ce que vous sous-entendez? Je sous-entends ce que tout le monde sait en France. Voilà. C'est-à-dire que M. Macron a été promu médiatiquement pour être candidat à l'élection présidentielle. Et d'ailleurs, vous savez, les Français ne sont pas bêtes. Hein. Ne les prenez pas pour des abrutis. Ils savent qu'il y a des martingales qui ont été établis. On sait très bien qu'il y a une corrélation qui, heureusement, est en train de se dégrader entre le nombre d'heures passées dans les grands médias et le nombre de votes obtenus dans les passe à autre chose. Passons à autre chose. Il n'y a pas de question d'actualité, mais... Je me permets quand même de signaler que sur cette affaire, on ne sait absolument pas ce qui s'est passé. On en est rendu à prendre les informations qui nous parviennent au compte-gouttes. Mais enfin, on n'est quand même pas des poussins de la veille. Rappelez-vous comment la guerre en Irak a été déclenchée. Paraît-il que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. On se rappelle comment le secrétaire d'État à l'époque, Colin Powell, avait agité une fiole devant le Conseil de sécurité des Nations Unies comme étant la preuve que Saddam Hussein détenait des armes de destruction massive. Mais là, quelques mois après, on a appris que c'était faux. C'était faux. Il n'y avait jamais eu d'armes de destruction massive. Il est con, il est merveilleux. Alors, tu vas acheter une petite fiole en pharmacie et tu vas mettre du jus de pomme dedans. Et tu vas aller au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et devant le monde entier, tu vas dire c'est l'arme de destruction massive. On l'a trouvée dans la poche de Saddam. Attendez, je vous pose la question. Est-ce que vous êtes favorable à ces... Non, je suis totalement défavorable à l'intervention en Syrie. Je suis totalement défavorable à l'intervention en Irak. Et d'ailleurs, qui a créé 1 million de morts, n'est-ce pas? Je ne dis pas que le régime de Saddam Hussein ou Bachar al-Assad sont des choses sérieuses. Aujourd'hui, il faut frapper l'État islamique ou non? Mais qui finance l'État islamique? Qui finance l'État islamique? Ah, et les États-Unis, par exemple, quel est le jeu qu'ils jouent? Vous avez jamais compris aussi ce qui consiste à financer une thèse et l'antithèse? Vous savez ce que, par exemple, on a appris c'était quand? Il y a 1 an et demi, François Hollande était écouté par les services de renseignement américains. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Que François Hollande a été écouté par la CIA. En tant qu'agent de la CIA, j'ai du mal à vous répondre. Si, parce que la France actuellement n'est plus dirigée par les Français. Elle est dirigée par des structures qui sont non françaises et qui ne sont élues par personne, qui s'appellent la Commission européenne à Bruxelles, la Banque centrale européenne à Francfort et l'OTAN qui est dirigée depuis Washington. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre. Parce que surtout, ce que je voudrais dire aux gens, c'est que pourquoi je parle de ça? C'est parce que si on ne sort pas de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, toutes les promesses, ou la grande majorité des promesses que leur font les autres candidats, ils ne pourront pas les mettre en œuvre. Non d'une pipe. Ça fait quand même 10 ans que lorsque les Français votent à droite ou les Français votent à gauche,
au bout de 6 mois, ils se disent « Caramba, je me suis fait avoir, ça n'a rien à voir avec le programme pour lequel j'avais voté ». Moi, je leur explique pourquoi, parce que tout est déjà fixé, pas tout, mais 90% des choses sont déjà fixées par la Commission européenne, la Banque centrale européenne et l'OTAN. Dans le meilleur des mondes de Bruxelles, des technocrates, loin du terrain et des réalités sociales, décident sur un ordinateur comment doit évoluer notre régime des retraites ou le système d'allocation des chômeurs. La matrice de notre politique n'est plus à l'Élysée ou à l'Assemblée nationale, mais ici, dans ces immeubles froids. On a entendu mardi soir Emmanuel Macron appeler les Français à ne pas céder aux extrêmes lors des élections européennes qui ont lieu dans 7 mois. Vous êtes un fervent européen avant l'heure. Est-ce qu'il y a un risque en vue de ces élections européennes ? Non, mais il ne faut pas se tromper. Ce ne sont pas des élections très importantes. Pourquoi ? Parce que le Parlement européen n'est pas très important. C'est nous, je dirais presque moi, qui avons créé ce Parlement en 1976. Son rôle est simplement de vérifier que les textes proposés par la Commission sont conformes au traité. C'est tout. Il n'a pas de pouvoir politique, il n'a pas le pouvoir de diriger l'Europe. C'est nous, je dirais presque moi, qui avons créé ce Parlement en 1976. Son rôle est simplement de vérifier que les textes proposés par la Commission sont conformes au traité. C'est tout. Il n'a pas de pouvoir politique, il n'a pas le pouvoir de diriger l'Europe. Toutes ces thèses complotistes, elles décrédibilisent au contraire votre propos. Ça n'est pas. Je suis un peu énervé par ces questions parce que tout figure sur notre site internet. Vous êtes journaliste. C'est votre devoir d'aller regarder ce que je dis. Vous me parlez de Dalai Lama, du Dalai Lama et de la CIA. C'est un journaliste de Libération qui m'a attaqué là-dessus. Manque de chance, c'est un article de Libération de 1998, vous le lisez comme moi. Bon, absolument. Donc moi je prends, et puis il y a l'Humanité, et puis il y a le journal Le Point. Donc en fait ce que l'on me reproche sur cette question, c'est d'utiliser les journaux. Deuxièmement, USA et terrorisme, ça n'est pas moi qui le dis, c'était simplement par exemple BFM TV, le FBI qui organise des attentats avec des musulmans américains. C'est dans le journal Le Monde du 21 juillet 2014. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi je cite les journalistes. D'ailleurs il y a quelque chose qui me paraît grave. C'est que, il y a quelques années en France, le débat sur ces questions était autorisé. Je rappelle d'ailleurs que par exemple, regardez cette revue Historia, la CIA qui finance la construction européenne. Il l'est toujours, nous en parlons. Oui, mais ça, si vous voulez, c'était en 2003. Libération, c'était en 1998. Maintenant, ces journaux disent le contraire. On a verrouillé en France le débat sur cette question. Eh bien, moi, je m'adresse ici aux gens qui m'écoutent. Les gens qui m'écoutent, ils vont chercher un chef de l'État. Ils ne cherchent pas un bisounours. Snoop Dogg. Nom d'une pipe, ça fait quand même 10 ans que lorsque les Français votent à droite ou les Français votent à gauche, au bout de 6 mois, ils se disent « Caramba, je me suis fait avoir, ça n'a rien à voir avec le programme ». Malgré son projet unificateur, l'UE semble faire de plus en plus de déçus et attise l'hostilité ici et là. Prenons par exemple le Brexit. France 2 a produit une série de reportages à ce sujet qui transpiraient la malhonnêteté intellectuelle à tous les niveaux. J'aurais bien montré un extrait, mais la faute à pas de chance, ils ont disparu du site de France TV, donc résumons les grandes lignes. Le Brexit est selon eux un danger économique, un saut dans l'inconnu, l'opposition entre jeunes modernistes des villes et vieux campagnards racistes, et une prise en otage de la décision de ces jeunes pro-Remain par des vieux croutons fanatiques du Troisième Reich.
Cette présentation biaisée occultait les taux d'abstention et ça change pas mal la donne par rapport à ce que France 2 nous a chié si on les regarde de plus près. Par ailleurs, si on lâche la télé et qu'on cherche un peu, on trouve bien d'autres raisons qui, selon Nigel Farage, leader de l'opposition britannique, ont poussé au Brexit. Le traitement médiatique sur l'UE et la multiplication de ses critiques sont représentatifs de la fragilité actuelle de l'organisation et surtout de son escroquerie finie. Il est temps d'ajouter ma pierre à l'édifice et de vous montrer selon mon point de vue l'arnaque de l'Union européenne. Vous êtes bien au service du rectorat, asseyez-vous, prenez de quoi noter et surtout jetez toutes vos émotions par la fenêtre, on va voir ça tout de suite. Ah, l'Union européenne. On dit plein de choses délirantes à son sujet, vraies comme fausses, et certaines mériteraient même un bon vieux chassé de Spartiate à la Léonidas tant elles sont stupides et inexactes. C'est la thématique par excellence dans laquelle on entend tout et son contraire, donc il est difficile de démêler le vrai du faux sans faire un minimum de recherche. Enfin bon, commençons par un petit historique teinté d'un point Godwin pour les puristes, ça fera de mal à personne. Le premier grand projet d'une Europe fédérale date du temps de l'Allemagne nazie où Adolf Hitler chargea un juriste nommé Walter Holstein d'en rédiger les termes juridiques. Le déroulement de la Seconde Guerre mondiale jouant en leur défaveur, ce projet ne put aboutir, mais il fait réfléchir le continent européen sur la nécessité d'une entente après 2 guerres bien meurtrières pour ne plus avoir de conflits d'une telle ampleur. S'ensuit donc en 1951 la création par 6 États de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, un accord géopolitique pour la course à l'armement sous couvert d'un accord commercial. En 1957, le traité de Rome met en place les débuts de la Commission européenne et de la Communauté économique européenne. Pour la petite anecdote, le premier président de la commission n'était autre que Walter Holstein, qui avait été exfiltré aux USA par les services de renseignement américains via l'opération Paperclip. C'est à ce moment-là qu'il aurait discuté avec la CIA et a été chargé par la suite de rédiger les termes juridiques d'une Europe fédérale dans un modèle compatible avec les intérêts économiques américains. Dans le même registre, Historia avait produit une revue traitant des rapports étroits entre la CIA et les pères fondateurs de l'Europe, mais pas de bol, il s'est auto-censuré puis a produit une contre-revue tentant de nuancer et d'atténuer les faits. Pardon, je m'égare. Revenons-en à la construction européenne. À l'accord économique viennent s'ajouter une Union européenne politique avec le traité de Maastricht en 1992, une institutionnalisation des relations Union européenne-OTAN en 2001 et une refonte du pouvoir européen avec le traité de Lisbonne en 2007. On voit exploser le nombre de reproches adressés à l'Union européenne depuis ces dernières années, pour des raisons diverses et variées et le plus souvent à juste titre. Pour l'expérience, j'ai demandé à un groupe de débat politique autoproclamé s'ils étaient favorables ou non à l'Union européenne actuelle et pourquoi. Les réponses que j'ai obtenues étaient insatisfaisantes car hors sujet, mais on était déjà plus haut dans la réflexion que la présentation du Brexit par France 2, donc tout n'est peut-être pas perdu. Enfin bon, passons au concret. La critique centrale de l'UE est le fait qu'elle dépossède les États membres de leur souveraineté et de la possibilité de déterminer leur propre politique. Il y a une bataille sur les chiffres de tous les côtés, mais on estime à 70 ou 80% le nombre de lois votées au Parlement d'origine européenne. On en est maintenant à l'Europe des 28, et avec autant de cultures différentes et de visions d'une société qui fonctionne, perso je pense que c'est un peu compliqué de mettre tout le monde d'accord pour appliquer un modèle politique unique. Il y aura toujours des compromis à faire, et il y aura toujours au moins un perdant dans l'histoire. À terme, le projet européen vise à se calquer sur un modèle de type états-unien, avec des euro-régions transfrontalières où l'échelon actuel d'État est décrit comme obsolète. Le sujet est pas super médiatisé en France et ça peut paraître tout à fait invraisemblable, mais je pense qu'un reportage à la Commission européenne vous l'expliquera 1000 fois mieux que moi. Ulrike Guérot a sa propre vision de l'avenir de l'Europe. Elle imagine une république européenne constituée non pas d'États, mais de régions. L'Europe compte à peu près 500 millions d'habitants. On pourrait donc la découper en une cinquantaine de régions de 10 millions d'habitants chacune en moyenne. Selon certaines études, c'est la taille idéale d'une entité politique. Au sein d'une population d'environ 10 millions d'habitants, la plupart des citoyens seront à même de s'identifier à leur région et n'auront pas l'impression d'être gouvernés par Bruxelles. Bon, je sais pas vous, mais l'idée de la disparition de l'État et de son identité au profit d'une gouvernance par Bruxelles, bah ça me plaît moyen. Comme je l'ai évoqué plus tôt, nombre de textes de loi appliqués proviennent de l'Union européenne, que ce soit des directives ou de simples recommandations. Ceux-ci s'étendent sur un large champ de domaines ultra importants, souvent sans se préoccuper de l'avis des États membres, et une grosse partie d'entre eux fait l'objet de crises connues. En premier lieu, l'UE décide des mesures sur l'union douanière, soit la circulation des marchandises, mais aussi la politique d'immigration, tant aux frontières internes qu'aux frontières externes. Quand on dérégule les flux de marchandises, ça favorise la désindustrialisation et la délocalisation, par exemple pour faire produire des automobiles à moindre frais par un esclave sous-payé à l'autre bout du globe et consolider les marges calmement. Du côté de l'immigration, l'UE dit réguler les flux et éviter les problèmes liés aux clandestins. Mais la tendance actuelle, c'est d'accueillir un maximum de réfugiés, clandestins inclus, et de faire accepter l'immigration de masse comme, je cite, la nouvelle norme. Supposément au nom de notre humanisme, mais surtout par intérêt économique pour les dirigeants, en ajoutant au passage que cela ne s'arrêtera jamais.
C'est quand même différent de critiquer la dérégulation des frontières humaines et économiques sous cet angle et d'être un bas du front xénophobe contrairement à ce qu'on nous laisse penser sur les JT. Et si on veut d'autres arguments contre l'UE pour lesquels on peut pas se manger l'homme de paille du vilain raciste d'extrême droite, il y en a à l'appel, c'est pas ça qui manque. Par exemple, l'UE détermine les normes agricoles via la politique agricole commune, qui est en fait une politique de surproduction soumise aux grandes entreprises qui fixent les prix de vente. C'est ainsi que les agriculteurs sont contraints de vendre leur lait ou leur viande de porc pour une misère et qu'en France, un tiers des agriculteurs a un revenu inférieur à 350 € par mois avec des subventions en baisse d'année en année. S'ensuit intuitivement une vague de suicides à partir du moment où ceux qui nourrissent le pays sont parmi les premiers à crever la dalle. Mais comme apparemment c'était pas assez de faire du libre-échange en Europe, l'Union Européenne a des traités transatlantiques sur le feu pour achever ce qu'il reste d'agriculteurs à coup d'importation et de dérégulation sur des normes déjà mises à mal. Par exemple, le CETA décrié par l'opinion publique et dont les rapports sont critiques annonce entre autres des imports de viande canadienne dégueulasses nourris aux OGM douteux, aux antibiotiques ou aux hormones, mais à prix moindre par rapport à une partie des produits européens. Les sites européens arrivent même à nous le vendre comme un avantage du fait qu'ils préservent 143 indications géographiques pour les produits régionaux, mais la vérité c'est qu'en 2010 on en recensait au moins 2700. Le CETA en fait donc passer 95% à la trappe et permet de faire de la production n'importe où tant que la recette est appliquée. Pas sûr que ce type de décision améliorera la situation des éleveurs et encore moins des normes sanitaires. Bah tiens, la santé, parlons-en. Encore une fois, l'Union Européenne décide des réglementations, mais celles-ci sont en adéquation avec le marché, régi par les grosses boîtes qui ne se privent jamais de faire n'importe quoi. Forcément, à ce niveau de laxisme, on se retrouve avec des scandales de type diesel, Lactalis et autres médicaments aux effets indésirables. Ajoutez un peu de lobbyisme à tout ça et on découvre que les laboratoires pharmaceutiques ont leur influence développée dans le milieu. Ce lobbyisme n'a d'ailleurs rien de secret et se fait à ciel ouvert, donc je suis sûr que les décisions qui en résultent se font dans notre intérêt commun comme chacun sait. D'autres pays ont choisi de faire toute la transparence sur l'activité des lobbyistes. C'est l'option qu'a choisie le Parlement européen. À Bruxelles, les lobbies sont officiels, ils s'affichent. Moi j'ai un badge, je suis accrédité au Parlement européen comme lobbyiste. C'est ce badge, bleu avec une bande rouge qui permet d'identifier spécifiquement les lobbyistes. À l'intérieur du Parlement, pas de zone fermée, pas de périmètre réservé. Le lobbyiste peut aller où il veut. Les bureaux des députés sont aux étages, et pour y pénétrer, il suffit simplement de frapper à la porte. Un quart d'heure après, nouveau rendez-vous dans un bureau voisin. Cette fois-ci directement avec le député, un socialiste français. Le lobbyiste veut que le député adopte le projet d'amendement qu'il a lui-même intégralement rédigé. Le député ne s'en formalise pas, ce genre de pratique est fréquente à Bruxelles. Ces rendez-vous terminés, le lobbyiste se rend directement dans la salle où se réunit la commission parlementaire. En réalité, aujourd'hui, le Parlement européen est encerclé. Des cabinets de lobbying venus du monde entier se sont installés dans les immeubles alentours. Ils représentent tous les grands secteurs de l'économie. Et tous tentent d'influer sur le Parlement. Cette omniprésence des lobbies à Bruxelles commence à faire grincer les dents de certains députés européens. Aujourd'hui à Bruxelles, pour un député européen en exercice, on compte pas moins de 7 lobbyistes. Heureusement, l'UE fait bien les choses et n'a pas toujours besoin des lobbies pour nous faire chier. Il suffit juste qu'elle puisse, disons, décider de notre politique économique dans ses grands aspects. Pour ça, il y a un texte édité chaque année par la Commission européenne, ça s'appelle les Grandes Orientations de Politique Économique, ou GOPÉ. Après un petit coup d'œil jeté dedans, on trouve quelques idées hyper sympathiques, toujours dans le but supposé de réduire la dette et le déficit public. Parmi lesquelles, les charges sur les entreprises sont trop élevées. Bon, ça c'est plutôt vrai, mais ce qui en découle, c'est, je cite, d'élargir l'assiette globale, soit compenser l'allègement des entreprises en prélevant un peu plus les prolos sur le peu de choses dont ils disposent. Au pif, les APL, la CSG ou même la TVA. Suivant, baisser les dépenses publiques, parce que si j'ai compris, ça sert à rien, c'est déficitaire, y a plus de fric dans les poches de l'État, mais d'un autre côté, on va absolument pas le gaspiller dans des plans banlieues qui servent à rien. Non, c'est bien connu, tout le fric est toujours intelligemment investi. Ah, mon préféré, les salaires minimaux seraient trop élevés. Mais c'est magnifique tout ça. C'est sûrement ce genre de recommandations dictées par l'UE que les smicards attendaient alors que le coût de la vie augmente d'année en année. Et qui revoilà dans les recommandations, les non-natifs de l'UE issus des différentes vagues d'immigration. Si j'ai bien retenu la leçon de Macron et du patronat, l'immigration est une chance économique pour la France. Mais du coup, il contribue comment à l'économie du pays ? Comment ça, un rapport de la Banque d'Angleterre montre que l'immigration fait pression à la baisse sur les salaires minimaux des professions peu qualifiées ? Là je le vois mieux, l'impératif économique auquel il répond. C'est pas comme si Karl Marx avait pas déjà vu le bordel venir dans son concept d'armée de réserve du capital. Toujours dans le registre compétitivité et mise en concurrence, on trouve la suggestion d'une ubérisation des services de logement, de restauration, etc. Même chose que pour la délocalisation ou les main-d'œuvre peu qualifiées, la finalité c'est de brader les coûts le plus possible. Ce sont ces recommandations édictées au nom de la sacro-sainte compétitivité qui sont à l'origine de la loi El Khomri qui avait largement été rejetée dans l'opinion publique puis passée à coup de 49.3. Aujourd'hui, cet esprit se poursuit à coup d'ordonnance par notre cher président, comme quoi le fait d'aller plus loin dans ses réformes semble pas vraiment compatible avec la notion de démocratie dans ce pays.
Le changement, c'est maintenant. La loi El Khomri n'était qu'un avant-goût des réformes que nous allons mettre en place. Dès la semaine prochaine, nous allons promulguer de nouvelles lois pour votre plus grand bonheur à l'aide du 49.3. L'âge de la retraite repoussé à 85 ans. Le SMIC à 300 €. Le rétablissement de l'esclavage. Bah oui, tout le monde n'a pas 300 € pour payer un employé. La suppression du droit de vote. Ça, c'est une idée de mon copain Manuel. Quoi qu'il arrive, n'oubliez pas que plus de gens s'opposent à nous. Plus nous serons motivés à continuer sur notre lancée. Ce n'est pas à la majorité de dire à l'élite minoritaire ce qu'elle doit faire. Nous savons mieux que vous ce dont vous avez besoin. Car du haut de nos tours d'ivoire, on a une vie d'ensemble. La recommandation de baisse des dépenses publiques va de pair avec une autre décision de l'UE, la casse du service public. En gros, l'Union européenne prévoit l'ouverture à la concurrence de tous les monopoles d'État pour que les investisseurs privés viennent y faire leur business et a priori améliorer la qualité du secteur. Du coup, 3 problèmes se posent. D'une part, ça prive l'État d'une partie immense de ses recettes hors impôts. De deux, comme les privés visent le bénéfice en premier lieu, toute forme d'exploitation non rentable est vouée à l'abandon. Et de trois, il n'y a pas vraiment de garantie sur la qualité finale après l'ouverture à la concurrence. En France, la liste est longue, mais on notera la privatisation de la Poste ou de France Télécom qui ont connu leur vague de suicides respectives avec le changement de stratégie commerciale, la délégation des autoroutes à des sociétés comme Vinci dont le seul résultat est l'augmentation des prix de l'utilisation de ces routes, ou plus récemment la SNCF dont la privatisation est en cours. Ce dernier cas regroupe toute la saloperie cachée derrière l'ouverture à la concurrence d'un service public. Noam Chomsky, instigateur de l'autodéfense intellectuelle, expliquait à ce sujet. Vous voulez détruire un système, d'abord cessez son financement, il ne marchera plus. Les gens s'énerveront et voudront autre chose. C'est une technique de base pour privatiser un système. Et c'est exactement ce qu'il se passe avec la SNCF. On coupe le budget, on investit un peu n'importe comment au détriment de l'entretien des voies et hop, le tour est joué. Le mieux dans tout ça, c'est qu'on a fini par séparer l'entretien des structures de leur usage. L'État paye pour l'entretien des structures au nom du service public et c'est le privé qui vient faire le bénéfice dessus. Et le résultat final, ce sera quoi ? Bah, rien à foutre que la SNCF augmente ses bénéfices, ce sera un truc foireux comme le réseau britannique où les gens s'endettent pour utiliser les transports et où les voies sont soit mal entretenues, soit tout simplement désertifiées. On aimerait bien pouvoir compter sur les syndics pour défendre les intérêts du service public et faire valoir le désaccord des cheminots, mais ils appartiennent à la Confédération européenne des syndicats et sont donc sous dépendance européenne. J'aurais bien voulu y croire à l'utopie céleste de l'UE, mais qu'est-ce que je vois en réalité ? On est perdant au change de plusieurs milliards, les donations annuelles vont devoir augmenter sans la participation de la Grande-Bretagne alors qu'on a supposément plus de thunes et l'instance monétaire qu'est la BCE nous la met à l'envers. En effet, la première mission de la Banque Centrale Européenne est de lutter contre l'inflation, mais la science empirique modélisée par la courbe de Phillips montre bien le lien entre inflation et chômage. Devinez quoi, on n'est pas du tout au bon niveau lorsqu'on a un taux d'inflation bas. La BCE le sait pertinemment et de par son statut de banque indépendante, elle peut même se passer de rencontrer les politiciens et donc peut fixer tranquillement son chômage artificiel. Et pour ceux qui croient encore que l'Union Européenne c'est la paix, même cette idée de base n'a pas été mise en application. Nous prenons part via l'OTAN à des guerres illégales telles que la guerre en Libye qui s'est soldée par une situation chaotique avec bonus esclavage, ou encore la guerre en Syrie qui a mené à la crise migratoire qu'on connaît et dans laquelle les rebelles modérés que nous soutenons sont en fait des terroristes. Vous l'aurez compris, c'est pas au sein de l'UE que l'opinion du peuple va être écoutée. Concrètement, le Parlement, c'est-à-dire les seuls gens qu'on peut élire, n'ont pratiquement aucun pouvoir de décision, et les instances européennes qui décident de nos politiques sont corrompues jusqu'à la moelle et feraient passer Nicolas Sarkozy pour un enfant de cœur. Si jamais on ose aller à l'encontre des textes ou qu'on prend trop de temps à appliquer une directive, ben on se prend une amende comme en 2008 sur les OGM et on va bien se faire foutre. Et pour ceux qui parlent de changer les traités ou de sortir des traités sans sortir de l'UE, c'est-à-dire les trois inutiles Mélenchon, Le Pen et Dupont-Aignan, ça sert absolument à rien vu qu'il faut mettre les 28 États d'accord pour changer ne serait-ce qu'une virgule. Ça a déjà été tenté dans le passé, ça a échoué, donc vos projets d'Europe sociale, on les prend et on les jette à la poubelle directement. Et même quand un État prend la décision démocratique de quitter l'Union Européenne comme au Brexit, on tente de déjouer le scrutin, on crie au retour du nazisme pour apitoyer tout le monde et George Soros vient financer activement les mouvements d'opposition pour renverser l'expression de l'opinion populaire. C'est d'autant plus con que le Royaume-Uni se porte économiquement pas trop mal contrairement à la catastrophe prédite. Je rappelle quand même qu'au moment où le Brexit a été voté, on a entendu ce genre de conneries. Nous, médias comme vous, élus, on n'arrive pas à faire passer visiblement cette idée que l'Europe apporte quelque chose. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut changer ? Il y a un vrai mea culpa à avoir. Non, là vraiment on aura tout vu. C'est insultant de prendre autant le public pour des moutons. Marie Drucker, vu que tu sais pas ou que tu fais semblant de pas savoir, je te réexplique pourquoi la pilule passe pas. L'UE est une arnaque montée de toutes pièces au nom de la cohésion des peuples pour transmettre un impérialisme américain à grands coups de guerre et de dérégulation avec les bienfaits qu'on leur connaît. Si quelqu'un ose évoquer l'origine européenne des crises dont j'ai parlé, on l'associe par sophisme à l'extrême droite ou aux complotistes pour se dispenser d'argumenter sur le fond. Je vous laisse imaginer l'acharnement quand Asselineau parle d'en sortir concrètement sur On n'est pas couché parce que c'est un putain de festival entre Léa Salamé et Émeric Caron.
Vu la présentation ultra réductrice du débat faite par les grands médias et le fait que personne ne semble lire les traités avant de parler, je suis bien d'accord avec toi sur ce point, cela étant. Il y a un vrai mea culpa à avoir. Et je l'attends de pied ferme. Allez, ça suffit, vu le sens des politiques européennes adoptées et notre appartenance à l'OTAN, ne vous attendez surtout pas à ce que les choses évoluent pour le mieux. Et n'espérez pas que ça change à moins de vous barrer de ce trou à rats qu'on nous a vendu comme la paix et la prospérité et qu'on appelle l'Union européenne. Bien sûr, on nous dit que si on en sort, on va devenir un modèle de type Corée du Nord, mais au bout d'un moment, faut percuter un peu. Depuis le temps qu'on se mange ces politiques pourries, ça se saurait si l'UE nous était bénéfique. Merci aux gens des terres qui ont réussi à regarder la vidéo jusqu'au bout. Chaque fois qu'on discute de ce sujet, on finit toujours par ressortir les mêmes non-arguments alors qu'il suffit de lire quelques textes pour détruire toutes ces banalités. Je reste évidemment ouvert à tout argumentaire constructif qui contredirait mon point de vue, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire pour ça. Vous pouvez aussi vous abonner et me suivre sur mon compte Twitter @lerectorat si l'actualité vous fait rager un bon coup. En attendant, restez critiques et d'ici la vidéo suivante, je vous dis à la prochaine. Ciao!